réforme des retraites en chantier avec les partenaires sociaux et que, faute d'accord, eh bien, la réforme actuelle continuera de s'appliquer. Est-ce que c'est finalement ce qu'on appelle trivialement refiler la patate chaude, ça? Oui, ou peut-être une technique pour gagner du temps et éviter une censure dans un premier temps. Il y a le sentiment peut-être que c'est un mauvais film dont on connaît déjà la fin. C'est-à-dire la capacité des partenaires sociaux à se mettre d'accord sur une nouvelle réforme, paraît quand même difficilement, envisageable. Alors après, qu'il y ait du dialogue social, qu'il y ait une possibilité, on va pas, s'en Vous pensez que plaindre c'est et clairement ce qui lui a permis de ne pas être censuré? je pense que ça a compté dans la balance. Je suis défavorable à cette réforme des retraites, je m'y suis opposé, je suis favorable à l'abrogation. On ne peut pas tout proposer aujourd'hui, aux Français au vu des équilibres financiers et certains proposent la retraite à 60 ans pour tous, ce qui n'est pas possible. Mais, aujourd'hui, je pense que les partenaires sociaux n'arriveront pas à trouver une solution et qu'il faudra peut-être attendre un nouveau gouvernement ou une nouvelle président ou présidente de la République pour qu'il y ait une nouvelle réforme des retraites, parce que ça paraît difficile de voir un Alors, le discours de François Bayrou a été tantôt qualifié d'indigent, je cite, d'enfumage, ou alors de position courageuse, ou encore à prendre avec vigilance. C'est ce que vous avez entendu également, Pierre? Oui, et puis on a entendu, et je partage assez ce jugement. C'était long d'abord, c'était trop long. 1 heure et demie. Ouais, on sait bien que voilà, quand on est plus synthétique, ça passe mieux, les idées passent mieux, la volonté aussi. C'était un peu poussif, hein. Probablement, comme le disait Monsieur Ménager, hein, pour essayer de, excusez-moi le très mauvais jeu de mots involontaire, ménager un peu tout le monde et ne pas finir comme Monsieur Barnier. Il s'est en quelque sorte rattrapé depuis, si on juge en tout cas pour la longévité de son gouvernement, du côté des socialistes, hein, où il a lâché du lest sur Oui, on va en parler de ça, voilà, justement. sur plusieurs éléments. Hein. Donc, pour l'instant, il survit. Hein. C'est sans doute ce qu'il souhaitait, mais on n'a pas vu des grandes lignes. Ça n'a pas enthousiasmé même son propre camp, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bloc central. Au RN, on a entendu parler, là aussi j'ouvre les guillemets, de déception, mais on essaie d'y croire. Ça, on n'a pas le choix que d'essayer d'y croire et d'attendre maintenant le budget. C'est des paroles, un discours de politique générale, donc on attend normalement un cap, une vision, d'essayer vraiment d'emmener, de trouver une majorité. Aujourd'hui, c'est vrai que ce discours a été très long, sans financement, assez flou. Mais nous, on a toujours dit qu'on ne censurerait pas sur des paroles, comme certains l'ont fait il y a quelques jours, notamment à gauche et à l'extrême gauche. Mais au moment des actes, ça sera le crash test, ça sera le moment du budget. Concrètement, la conversion de certaines de ces paroles assez floues dans des politiques publiques, donc dans un budget. Et c'est là où on jugera ce Premier ministre Jusqu'à et son maintenant, gouvernement. est-ce qu'il réussit, là, en ce moment, son numéro d'équilibriste? Ni plus ni moins, vraisemblablement, peut-être un petit peu mieux du fait qu'il ait réussi à décrocher, ça a été dit, l'absence de censure provisoire de la part des socialistes. Nous, c'était déjà acté de notre part, mais que Monsieur Barnier, aujourd'hui, c'est le budget qui sera vraiment le moment de vérité. Pierre le disait comme vous, il a beaucoup lâché également, notamment en direction des socialistes. Oui, alors il y a la question de l'abrogation de la réforme des retraites, mais qui est très floue et qui est renvoyée aux partenaires sociaux. Après, il y a un certain nombre de choses que nous revendiquions aussi sur la question de maintenir l'absence de hausse des taxes sur l'électricité, parce que grâce à la censure que nous avons obtenue, il y aura une baisse au 1er février. Sur la revalorisation des retraites qui, grâce à la 15%, censure, je a crois. été revalorisée au 1er janvier. Il a acté sur les médicaments, il a validé un certain nombre de choses que l'on valide et que l'on demande nous aussi sur la taxation d'un certain nombre de plus riches, des surprofits, des rachats d'actions. Donc c'était des choses qui étaient déjà en partie dans le budget Barnier, qui sont consolidées ou réaffirmées après la censure. Tant mieux. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Français. Et dès lors que je suis d'accord... Sur les postes d'enseignants, en particulier les classes aussi rurales, c'est pareil. Il y avait une sorte de consensus, consensus de quasiment tous les toutes les groupes forces politiques. parlementaires qui disaient attention, on va encore fragiliser la ruralité. Donc voilà, il a lâché, mais en fait, il est surtout resté très flou, en particulier sur, par exemple, la politique éducative, sur l'environnement. Sur effectivement la manière de régler le problème des déficits. Très peu parlé de l'environnement. Très peu, quelques mots simplement. Sur l'éducation, à part sur les tablettes, je crois qu'il n'a pas dit grand-chose. Sur les écrans, hein, par rapport aux enfants. Donc effectivement, il est très très prudent. Alors, il le fallait peut-être, hein, pour survivre quelques semaines, mais effectivement, l'heure de vérité viendra.
vous l'avez dit, sur le budget de la sécurité de l'État, sur le budget de la sécurité sociale, et puis sur les retraites. Et effectivement, on peut douter aujourd'hui quand on entend les représentants du MEDEF, de la CPME, qui sont très durs sur dire non, nous on veut absolument maintenir la réforme qui a été mise en place par Madame Borne par le 49.3, et puis les syndicats de salariés d'un autre côté, trouver un compromis là-dessus très rapidement. Marine Le Pen a été, pendant les consultations, reçue à Matignon par François Bayrou. Elle était avec Jordan Bardella. Qu'ils ont négocié? Alors, il n'y a pas eu de négociation. Nous, on porte la parole de près de 11 millions de Français, l'ensemble des députés et donc notre président de parti, notre présidente de groupe, donc d'aller donner un petit peu et réaffirmer tout simplement. Il n'y a pas eu de changement. Elle dit d'ailleurs avoir été écoutée. Oui, on attendra réellement de savoir si on a été entendu au moment du budget, écouter une oreille attentive de la part de François Bayrou, savoir, nous, les lignes rouges ne bougeront pas, c'est-à-dire pas d'augmentation d'impôts sur les classes populaires, les classes moyennes, les retraités, pas appauvrir ceux qui aujourd'hui souffrent déjà beaucoup dans notre pays, pas augmenter le coût du travail, parce qu'avec un pays qui connaît les défaillances d'entreprises records que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et puis parce que si l'on tue la croissance, ça sera encore plus d'argent et encore plus d'économies à trouver pour notre pays l'année prochaine, et puis des vraies économies structurelles, des vrais choix sur le fonctionnement et pas sur l'investissement, parce que c'est l'avenir de notre pays et l'avenir de notre économie. Chaque censure, d'ailleurs, ça coûte cher. Là, je crois que ça a coûté 0,3 points de PIB. Oui, alors il y a automatiquement, c'est des choix, c'est pour ça qu'on les prend... on ne censure pas automatiquement comme d'autres veulent le faire, on les prend de manière sérieuse, en responsable. Mais aujourd'hui, s'il y avait eu l'augmentation des charges sur les entreprises qui était prévue dans ce budget, ou l'augmentation de l'électricité, ou l'absence du moins de baisse de l'électricité, c'était aussi la baisse de compétitivité pour notre entreprise, et donc il y aurait peut-être eu aussi d'autres impacts économiques. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est cette balance que nous devons mettre en place quand on fait le choix de la censure. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser, Pierre, vous qui êtes spécialiste de la politique à gauche. On a beaucoup vu pendant ces négociations, Olivier Faure. On n'a pas vu quasiment et pas entendu M. Mélenchon. Est-ce que le PS reprend le leadership à gauche par rapport à LFI? Alors le leadership, je ne sais pas, mais en tout cas une certaine autonomie, vous l'avez dit d'ailleurs. Je pense qu'il y a les questions internes aussi au Parti socialiste, parce qu'il y avait la demande des opposants à M. Faure d'un congrès. Ça l'inquiétait, je pense, beaucoup. Là, il a ressoudé en quelque sorte le Parti socialiste, mais en fracturant le nouveau Front populaire. Bon, de toute façon, on sait que les positions en politique étrangère, même en politique économique, divergent énormément. Très, très différentes entre le Parti socialiste et LFI. Donc, c'est plutôt une clarification. De même, dans les évolutions que vous évoquiez, il y en a une importante, et je pense que là aussi, il y avait une sorte de consensus négatif par rapport à M. Barnier. Ce qu'il proposait, c'est sur les collectivités territoriales, où l'effort demandé, qu'on peut comprendre, mais était beaucoup trop brutal pour les régions, pour les départements, pour les communes. Qui sont déjà exsangues. Donc là, on passe de 5 milliards qui étaient demandés à 2,2. C'est plus raisonnable. Bon, là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir en pluriannuel. On ne va pas régler le problème de l'endettement et du déficit de la France en quelques mois. Je pense que c'était une erreur de M. Barnier d'être trop brutal là-dessus. Parlons des choses qui fâchent. Le budget, vous l'évoquiez tout à l'heure, au Rassemblement national par la voix de Sébastien Chenu, qui a été reçu par Éric Lombard, le ministre de l'économie. Sébastien Chenu a dit « on reste sur notre faim ». Oui, parce que nous, ce qui nous inquiète, c'est vraiment qu'il y ait des changements de cap. Parce qu'on peut bien entendu faire des ajustements et il faut pas avoir une vision trop brutale parce qu'on tue l'investissement dans nos territoires, on tue l'investissement pour notre pays et notre économie, mais on attend vraiment des économies structurelles, notamment, mais qui peuvent demander aussi plusieurs années. C'est la question des agences, les 1200 agences de l'État, c'est la question d'un certain nombre de choix où si chacun doit faire des efforts, il faut peut-être aussi, alors qu'un des rares budgets qui a augmenté, c'était le budget de l'Union européenne, au moins de ne pas l'augmenter. Il a augmenté de plus d'1 milliard, il augmentera de plus d'1 milliard. Il faut que chacun fasse un effort. On ne peut pas demander des efforts c'est une des pistes d'ailleurs qu'Éric Lombard a refusé d'explorer. Oui, et on le regrette, de la même manière que de remplacer, par exemple, l'aide médicale d'État en une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire de réduire un peu le panier de soins, s'aligner sur ce qui se fait par exemple en Allemagne. Voilà, il y a peut-être des éléments de structure sur lesquels on peut aussi donner aux Français le sentiment réel qu'il y a un effort global de toute la société et pas uniquement de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent tôt, qui payent déjà beaucoup d'impôts et qui ont subi en plus ces dernières années une inflation importante. Est-ce que vous pensez que François Bayrou y touchera aux impôts ?
forcément? Pour le moment, il semble vouloir le faire et le concentrer sur ceux qui peuvent participer à cet effort et le faire de manière temporaire pour éviter de tuer notre Il a économie. dit un effort C'est-à-dire exceptionnel. un effort exceptionnel. Il ne faut pas qu'on devienne, on est déjà quand même un enfer fiscal, du moins on n'est pas un paradis fiscal, c'est pas ce qu'il faut être, mais On est il y a un champion du monde. équilibre. On est champion du monde au niveau de l'OCDE sur quasiment tous les domaines en matière de fiscalité, en matière de prélèvements obligatoires dans notre pays. Donc on ne peut pas les réduire forcément parce qu'il y a des services publics et il y a un déficit qui existe, mais les augmenter, c'est prendre le risque de voir un certain nombre d'entreprises partir et de voir surtout un certain nombre d'entreprises fermer. Et qui dit des fermetures, dit des emplois sacrifiés. Et sur un territoire comme le Montargis, il y a plus de 10% de chômage. C'est un élément qui, pour moi, compte énormément. Par rapport à l'avancée des négociations que vous évoquiez, Franck, il y a eu un élément important et le portrait est apparu là. C'est Éric Lombard. Hein. C'est la personnalité du ministre de l'économie. On sait qu'il est très proche, c'est un ami d'Olivier Faure. Donc ça a facilité, c'est sûr, les négociations avec le Parti socialiste. Il a dit qu'il était resté impartial. Mais bon, en coulisses, Pierre Alaurent, justement, visiblement, tous les dossiers majeurs vont donner lieu à des négociations comme celles que nous venons de vivre. Selon vous, comment on pourrait ramener de la sérénité dans le débat politique aujourd'hui ? Et peut-être un espoir de consensus, qui sait ? La sérénité, c'est compliqué parce qu'on sait bien qu'en France, alors sauf à changer de république, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Ménager, le moment clé pour, et c'est assez sain d'ailleurs, pour reconstituer une majorité stable, etc., c'est l'élection présidentielle. Voilà, donc sauf à changer de système et à revenir sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct, on sait bien que c'est la succession de Monsieur Macron. Alors est-ce qu'elle viendra à son terme en 2027 ou avant ? Je n'en sais rien. Ça dépend un peu effectivement de l'avenir du gouvernement de M. Bayrou, parce que si M. Bayrou venait à chuter, être renversé par une motion de censure, disons avant l'été, avant qu'une dissolution soit possible, là, la démission du président de la République se poserait véritablement, puisque ça serait son échec personnel pour la deuxième fois. François Bayrou, justement, qui propose de remettre au goût du jour et remettre de la proportionnelle dans les scrutins. Là, des majorités claires, nettes, pourraient se dégager grâce à ce système. Alors, on ne sait pas. Honnêtement, aujourd'hui, enfin, il y a eu des études de fait, mais l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, je ne parle pas depuis le début de la Ve République, où effectivement, il y avait des partis qui étaient très mal représentés ou pas du tout, comme l'ancien Front National, par exemple, était victime de ce système, ou l'extrême gauche également, ou d'ailleurs parfois les écologistes ou le centrisme de M. Bayrou. Aujourd'hui, on a une Assemblée qui globalement, est à peu près comme si elle avait été élue à la proportionnelle. Après, la proportionnelle, vous avez raison, c'est une ouverture, puisque beaucoup de partis ou de groupes parlementaires la revendiquaient, mais il faut voir quelle proportionnelle. Est-ce que c'est une proportionnelle comme en 1986 avec François Mitterrand, c'est-à-dire une proportionnelle dans le cadre de, alors c'est un peu technique, mais de chaque département, qui favorise plutôt les grands partis, disons, ou une proportionnelle au niveau régional, qui est envisageable aussi, ou bien, comme dans certains partis, comme dans certains pays, je pense en Israël en particulier, au niveau national. Là, c'est très différent puisque vous favoriserez plutôt les tout petits partis qui peuvent avoir des élus alors qu'ils n'en ont pas, par exemple, dans le cadre d'une départementale. Dans le cadre d'une départementale en Indre-et-Loire ou dans le Loiret, vous auriez aujourd'hui des députés élus comme Rassemblement national, d'autres de chaque parti en quelque sorte, mais des grands partis qui, disons, sont au-delà de 10-15% des voix. Thomas Ménager, vous y êtes favorable, vous, au retour de la proportionnelle ? Oui, historiquement, parce que ça permet, de représenter tous les Français, mais il est vrai, il faut réfléchir au mode, et avec deux éléments. Un, de tenir compte de la représentativité territoriale. Moi, j'avoue, je suis attaché à mon territoire, au Loiret, et je pense que d'avoir un ancrage permet d'avoir des élus qui défendent le territoire, qui le représentent, même si on représente toute la nation, bien entendu. D'avoir aussi une prime majoritaire qui permet de dégager une majorité, comme cela existe aujourd'hui dans les conseils régionaux notamment, parce que sinon, la proportionnelle permettra la représentativité, mais ne permettra pas de dégager une majorité. Donc il faut trouver cet objectif à la fois de représentativité territoriale et politique, et d'un fait majoritaire, d'un élément majoritaire, d'une prime majoritaire qui permet qu'il y ait un groupe politique qui soit majoritaire et qui mette en place sa politique. C'est très important, vous avez raison, parce que l'un des inconvénients de la proportionnelle, c'est-à-dire d'un scrutin de liste, quand c'est fait au niveau national, donc trop loin de l'électeur, c'est que ce sont les états-majors des partis qui choisissent les candidats, c'est-à-dire des apparatchiks pour aller vite, des permanents. Donc là, le lien, on sait qu'aujourd'hui, il y a une défiance de nos concitoyens vis-à-vis de tous les élus, même les maires, c'est ce qui est assez nouveau, et les parlementaires, même si elle est injuste, il ne faut pas
pas aggraver cette crise. Et si cette proportionnelle était, disons, au niveau national, par exemple, là, il y aurait vraiment un risque de coupure avec les territoires. Hein, et effectivement, ça ne serait pas une bonne réforme. Thomas Ménager, vous êtes élu dans le Loiret, c'est un département où l'agriculture compte énormément. Alors, dans son discours de politique générale, François Bayrou a parlé de l'agriculture et il dit qu'il veut remettre en question les normes et les contrôles chez les agriculteurs. Est-ce que, d'après vous, on est allé trop loin avec eux ? Bien entendu, je crois que les dernières études prouvent qu'un agriculteur passe 9 heures par semaine à faire de la paperasse. Et on voit que c'est dans tous les secteurs. Alors, les agriculteurs sont bien entendu un élément symbole, mais c'est pareil pour les maires. Allez voir n'importe quel maire, secrétaire de mairie dans nos communes. Il y a beaucoup trop de complexité administrative dans le montage des dossiers, trop de contrôle. Il faut trouver un équilibre. Il faut des normes. Les normes sont là pour protéger d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental, mais il y a des normes qui sont parfois excessives, inutiles, et il y a des normes surtout qui sont parfois injustes parce qu'elles sont déloyales par rapport à d'autres pays qui ne les respectent pas, mais qui peuvent faire venir leurs produits sur notre sol, être vendus, être consommés. Vous pensez au traité Mercosur, par exemple ? Je pense à toutes les décalages entre les surtranspositions françaises, la France qui va souvent trop loin, qui veut laver plus blanc que blanc. Alors c'est bien d'être un exemple pour le monde sur un certain nombre de sujets, mais il faut trouver cet équilibre par rapport à notre compétitivité, bien entendu. Et puis il faut éviter aussi qu'un certain nombre de produits arrivent sur notre sol. On le sait, on a le cas par exemple sur notre territoire, là, la fermeture de soupe, de l'usine de sucre et la question des betteraves avec l'interdiction des néonicotinoïdes. On a vu que la production baisse en France, tandis qu'elle a augmenté de 24% sur la même campagne au Brésil, parce qu'ils ont les produits, les intrants que nous n'avons plus en France. Pourtant, il y a une partie du sucre qui va arriver progressivement en Europe, que nous allons consommer, et donc nos agriculteurs vont progressivement mourir, et les consommateurs vont pas avoir une amélioration de leur alimentation. Les normes, effectivement, doivent protéger la santé des consommateurs et donc elles doivent s'appliquer à tous les produits. Vous avez raison, les agriculteurs, je le vois au sein du Conseil économique, social et environnemental de la région, sont ulcérés d'être soumis à des normes. Ils comprennent effectivement que ça protège la santé de nos concitoyens, mais si on consomme des produits étrangers qui ne sont pas soumis à ces normes, c'est absurde. Allez, on va parler d'une nomination qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de Manuel Valls à l'Outre-mer. Le retour, choix judicieux selon vous, ou alors vous trouvez ça totalement déplacé ? Dans tous les cas, on parlait d'environnement, c'est un gouvernement de recyclage. Enfin, c'est des personnes que je voyais quand j'étais tout jeune. Donc, on peut saluer soit leur expérience, soit leur participation dans l'échec d'un certain nombre de politiques qui sont aujourd'hui en place. Moi, je veux pas attaquer la personne de Manuel Valls. Je vais juger par rapport aux actes et surtout pas polémiquer, alors qu'aujourd'hui, on doit s'atteler sur un vrai sujet qui est la question notamment mahoraise, qui souffre énormément. J'allais y venir. Le cyclone Chido qui a rappelé notamment l'existence des bidonvilles et la très forte présence de Comoriens qui sont sur ce sol, qui sont en situation illégale. Alors là, assez étonnamment, il y a des élus de Mayotte qui demandent à ce qu'on revienne sur le droit du sol. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on n'a pas attendu cette situation. Marine Le Pen était encore au mois d'avril dernier. Elle y allait il y a quelques jours à Mayotte de nouveau pour se rendre compte que cette immigration incontrôlée venue des Comores, une personne sur deux est étrangère à Mayotte. Les infrastructures ne sont pas adaptées pour qu'il y ait autant de monde, étrangères ou mahoraises. Mais on voit bien que la question d'une nouvelle population qui arrive des Comores est problématique. Et une des solutions aujourd'hui, bien entendu, demandée par tous les élus mahorais, nous avons une députée mahoraise en Chiabamana qui a encore produit un nouveau rapport récemment, c'est bien entendu de remettre en cause ce droit du sol. Nous le demandons depuis un certain nombre d'années et nous le demandons pas uniquement pour Mayotte, mais nous le demandons aussi pour la France métropolitaine, pas uniquement pour ce territoire ultramarin, parce que ce qui se passe à Mayotte, on le connaît dans des proportions bien entendu encore bien moindres en métropole aujourd'hui en matière d'immigration. Pierre, très rapidement s'il vous plaît, c'est compliqué d'un point de vue complètement cataclysme, assez impressionnant. De respecter le calendrier pour aboutir à une évolution constitutionnelle avant fin 2025 pour la Corse. Oui. Quel serait finalement le statut idéal pour cette île ?
C'est un sujet qui est très complexe. Oui. Soyez honnête, de pouvoir conjuguer à la fois l'unité territoriale, l'unité de la nation qui est prévue par la Constitution, mais en même temps d'apporter et de donner des spécificités aujourd'hui à la Corse, qui en a déjà, qui a déjà un statut particulier, et il faut toujours prendre raison garder, malgré les demandes et les revendications des régionalistes, de ne pas ouvrir une boîte de Pandore, parce qu'il pourra y avoir demain d'autres revendications, d'autres territoires, et c'est cette unité de la nation qui est notre force et qui est prévue par la Constitution. Donc aujourd'hui, on peut avoir des ajustements, mais je pense que c'est un danger de vouloir donner un statut trop large, trop indépendant à la Corse. C'est l'un des domaines où M. Darmanin, peut-être l'un des seuls, avait vraiment avancé avec Gilles Simeoni, le président de la collectivité territoriale de Corse. Effectivement, le chemin est étroit, mais je pense qu'il y a un chemin aujourd'hui. Alors, il y a des jusqu'au-boutistes, y compris dans l'Assemblée de Corse, des indépendantistes. Et ça, effectivement, c'est pas une issue au sein de la République. Il y a la question de la langue, qui est compliquée, bien sûr, la co-officialité. Quelques mots, s'il vous plaît, sur la disparition de Jean-Marie Le Pen. Son décès a été fêté par certains. Comment vous l'avez vécu, ça ? Vous avez vécu ces scènes ? J'ai trouvé ça d'une violence très difficile à voir, parce que même mon pire ennemi, je ne célébrerai jamais sa mort. J'ai été élevé, je pense que ça fait partie des valeurs qu'on devrait tous partager, d'éducation, de civilisation, qui fait que on ne célèbre pas la mort même de son pire ennemi, et l'ennemi a le droit au respect à un moment de sa mort. Quel est aujourd'hui l'héritage Jean-Marie Le Pen au sein du Rassemblement national ? Alors vous savez, moi je suis député du Rassemblement national, qui a été fondé après le Front national, mais qui n'est pas le Front national. Je me suis exprimé bien avant. Une page a été vraiment tournée, là ? Il y a eu un changement. Il y a eu un changement d'un parti d'opposition à un parti de gouvernement qui a évolué sur un certain nombre de sujets. Après, j'avais par le passé, de manière assez claire, exprimé les désaccords que j'avais pu avoir. J'étais jeune à l'époque avec Jean-Marie Le Pen. Moi, j'aurais pas rejoint et j'aurais pas voté, je l'avais dit. Mais aujourd'hui, à ce moment de décès de Jean-Marie Le Pen, un moment de deuil, notamment pour ma présidente de groupe, Marine Le Pen, pour ses sœurs, pour sa famille, il me semblait logique de rendre hommage, malgré tout, à Jean-Marie Le Pen, qui a été député sous la 4e République, pupille de la nation, qui a perdu son papa très jeune sous une bombe allemande, qui a été militaire, qui a combattu en Indochine, qui a combattu en Algérie, et puis, malgré certains éléments négatifs qui ont été suffisamment commentés, remarquer quand même un visionnaire sur des sujets comme la mondialisation, comme l'immigration, sur lesquels il a mis dans le débat public un certain nombre d'idées. Dites-moi, porter le nom de Le Pen au sein du Rassemblement national, est-ce que ça constitue, eu égard à son passé sulfureux, Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça constitue un handicap aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Je pense que les gens, les Français, globalement, ont compris que vous n'étiez pas obligatoirement comme votre père ou votre mère, que vous pouviez avoir, bien entendu, gardé un certain nombre de choses, comme le courage, comme la force, comme la vision, et puis être différent. Et aujourd'hui, ils savent bien que Marine Le Pen n'a pas le même programme politique que Jean-Marie Le Pen. C'était un autre temps, c'est une autre époque, un autre programme politique et un autre parti politique. Qui est le vrai patron au sein du Rassemblement national ? C'est Jordan Bardella qui est le président, ou alors c'est Marine Le Pen ? Il y a un exécutif bicéphale, comme ça existe en France, c'est-à-dire il y a 2 têtes, il y a aujourd'hui une répartition des rôles. Aujourd'hui, Marine Le Pen ira à la présidence de la République, sera candidate, Jordan Bardella sera son Premier ministre, il y a une répartition des rôles, ils parlent tous les deux avec des sensibilités différentes à certains Français ou à d'autres, en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur sensibilité personnelle. Certains vont peut-être préférer l'un ou l'autre, mais les deux travaillent ensemble, et c'est assez rare dans un parti politique d'avoir 2 personnalités qui ne se tirent pas dans les pattes, contrairement à tous les autres partis politiques, mais qui sont main dans la main pour le pays, prêts à se battre. C'est vrai. Oui, sauf que vous avez raison, mais M. Bardella a bien précisé que quelqu'un qui serait condamné en justice ne pourrait pas être candidate ou candidat à la présidence de la République, ce qui peut arriver le 31 mars prochain. Merci Thomas Ménager.